Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être avec nous ce matin. Il est en campagne électorale, on va en parler dans un instant. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet, le rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour à tous. Et Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Merci d'être avec nous comme vous l'avez été toute la semaine. Voilà, Alexis Corbière, Emmanuel Macron effectue sa première visite à l'étranger aux forces françaises au Mali. Tout un symbole. Il avait d'abord remonté les Champs-Élysées sur un command-car militaire au moment de la passation de pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, cet aspect commandant en chef des forces armées du haut chef de l'État ? Mais ça, c'est la fonction que lui donne la 5e République. Vous savez que je suis pour une 6e République, je suis pour en finir avec cette monarchie présidentielle. Donc ça vous plaît pas trop ? Non, attendez, d'abord, j'observe que le président de la République, qui est jeune, quand même, endosse tous les vieux habits d'apparat de cette 5e République que je trouve après extrêmement, en vérité, vieillissante, pourrissante même. Bon, après, pourrissante. Oui, on pourrait en décrire deux mots. Ce que j'appelle pourrissant, c'est que ça concentre énormément de pouvoir sur un homme qui, en plus, quand on observe le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, obtient 18% d'électeurs inscrits. C'est-à-dire 89% des Français n'ont pas voté pour lui, mais ce système fait qu'avec ce second tour, où on a rejeté Madame Le Pen, tous les pouvoirs se concentrent désormais sur les forces françaises au Mali. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, le fait d'aller saluer les troupes françaises, après on peut discuter de la pertinence d'aller au Mali, mais enfin il y a des hommes qui, au nom de la France, prennent des risques, risquent leur vie, aller les saluer, c'est pas ça qui me dérange le plus. C'est une forme d'hommage à leur service rendu. Ils sont là parce que précisément des gouvernements politiques les ont décidé de les envoyer là-bas. Je vais pas polémiquer absurdement avec le fait qu'un président de la République nouvellement élu va voir l'armée française. Après on peut discuter de la pertinence de notre présence au Mali, des raisons qui ont entamé, etc. Évidemment, le sujet. Est-ce que finalement, vu l'efficacité de la présence des forces françaises au Mali aujourd'hui, puisqu'on s'aperçoit quand même qu'un certain nombre de groupes islamistes continuent de mener des actions, et notamment au centre du pays, reprennent du terrain, etc. Est-ce que, vu l'efficacité, il faudrait revenir, rentrer en France ? Est-ce que c'est crédible de rester là-bas ? Il y a une situation, vous l'avez décrite, qui est assez compliquée. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est que si nous allons au Mali, c'est parce qu'il y a de l'uranium et que c'est pour des raisons économiques, bien souvent, parce que Areva, les entreprises françaises, les intérêts français sont là-bas. D'accord, c'est souvent pour des raisons plus économiques que vraiment pour une simple générosité. Après, il est vrai que la région est tellement déstabilisée qu'il faut aussi éviter sans doute que tous les groupes que vous avez décrits étendent leur influence. Il n'empêche que c'est aussi, je crois, on peut lutter. Je pense notamment quand nous en prenions à l'État islamique, à Daesh, en enfermant économiquement aussi ces États. Nous avions été choqués, vous le savez, quand par exemple l'entreprise Lafarge s'était vue financer dans un premier temps. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sans que les armes parlent immédiatement. Mais là, les militaires français, il faut qu'ils restent là-bas ou ils doivent rentrer à votre avis ? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je pense que pour l'instant, il serait difficile qu'ils partent immédiatement, mais il y a eu tout de même des choix de courte vue qui ont été faits dans la situation. Vous le savez, on a donné des armes à certains qui étaient prétendument des alliés, qui se sont avérés par la suite être en vérité des groupes islamiques tout à fait dangereux. Il y a une succession de faits qui n'ont pas été spécialement heureux. Mais comme dans la mesure où nous avons une armée française et des soldats français qui prennent des risques, je ne veux pas en dire plus. Et, la question était, parmi tout ce qui m'a choqué de la part de M. Macron, c'est pas le fait qu'il aille saluer nos troupes françaises qui pour arrivent en finir tête. sur ce sujet, il y va avec Sylvie Goulard, ministre des Armées, finit donc le ministère de la Défense. Est-ce que c'est un signal que vous approuvez ? Admettez que c'est de la pure cosmétique, hein. Franchement, voilà. On a mis une femme. Parce qu'en fait, finalement, ce gouvernement, c'était quand même un gouvernement. On avait promis plein de choses. Je dirais, une fois que tous les barons de la nouvelle Macronie étaient placés, il fallait quand même, que sans doute qu'ils se sont aperçus que c'était essentiellement des hommes qui avaient un lourd parcours politique derrière eux. Bon, Madame Goulard, femme compétente par ailleurs, avec laquelle je suis en radical désaccord, mais bon, elle a hérité de ce ministère. On a changé le nom. Mais enfin, je ne crois pas que les compétences de ce ministère aient été changées. C'est un non-sujet, si je puis me permettre. Est-ce que vous craignez qu'Emmanuel Macron, vu les choix qu'il fait, les symboles liés à la défense, à l'armée, la remontée des champs, on en parlait tout à l'heure sur un véhicule militaire, la première visite au Mali, etc., se comporte comme un va-t-en-guerre ? Je le souhaite pas, mais on a vu que M. Hollande, finalement, a mené beaucoup de guerres. Et je crois que risque de marcher dans ses pas. Mais on va le juger sur les faits, en l'occurrence. C'est pas là-dessus qu'il a fait campagne. Il a fait campagne. Mais vous craignez la continuité quand même. Moi, je crains un va-t-en-guerre social. Ça, c'est ce qu'il a dit. Un homme qui, effectivement, considère qu'on a assez perdu de temps
de bavarder quasiment, c'est pas ces mots, mais presque autour du code du travail, et qu'il est temps que les parlementaires abdiquent toutes leurs responsabilités et votent une loi qui, par ordonnance, permettra que le président, lui, remette en cause le code du travail. Ça, c'est du va-t-en-guerre social. Mais vous savez, après, les symboles, il a traversé les Champs-Élysées, vous dites sur un véhicule militaire, il l'aurait fait sur un skateboard ou un vélo, ça changeait rien, franchement, tout ça. Non, mais moi, je suis lassé, je le dis en m'amusant, mais tout ça, on commente. Alors, il est jeune. Le nom, j'ai vu un. Non, mais il s'agit pas de commenter. Il y a des réalités là précises, quoi. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu du point de vue de la question que vous posez de guerre qui veut déclencher. Je ne l'ai pas entendu déclarer quoi que ce soit. Non, mais sur la défense. Alors, oui, sur la défense, je n'ai pas entendu dire des choses aussi. On va passer à un autre sujet. Notre-Dame-des-Landes, Nicolas Hulot, le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, estimait hier soir qu'il existe des alternatives à Notre-Dame-des-Landes, qu'il y a probablement une autre option qui permettra de satisfaire les intérêts des uns et des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il essaye de ménager la chèvre et le chou? Sans doute, oui, tout de même. Écoutez, on va voir, là encore, on est amené à commenter des déclarations. J'espère que M. Hulot va pas marcher dans les pas de M. Macron, qui est devenu le roi du « et en même temps ». Voilà. Maintenant, il se dit qu'il est pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais en même temps, il y aurait peut-être une autre solution. Bon, voilà, que l'on parle clairement de ce dossier, beaucoup de gens se sont mobilisés contre. D'un point de vue écologique, c'est une aberration. D'un point de vue économique, d'ailleurs, également. Donc, je ne sais pas à quoi fait référence M. Hulot. Si une autre solution existait, sans doute qu'elle serait apparue. On va le juger sur les faits. Mais plus globalement, la présence de M. Hulot... C'est pas une manière d'enterrer le sujet? On va voir. Peut-être. Non, mais là, je n'en sais rien. J'observe qu'il a quand même déclaré qu'il était favorable, lui, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça a été une de ses déclarations qui sont sorties lorsqu'il est rentré au gouvernement. Et puis hier soir, il est un peu revenu. Donc, il a rétro-pédalé parce que c'était sans doute déjà une première couleuvre qu'il avalait. On va observer tout ça. Moi, de manière plus générale, le cas Hulot, qui est un homme... Moi, ça n'a, comme Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était un crève-cœur. En fait, c'est une façon de dire les choses. Nous, on appréciait beaucoup Monsieur Hulot, homme d'engagement, qui posait un diagnostic très clair sur l'urgence écologique, sur les raisons économiques qui amènent à la crise écologique. Il décrivait avec des mots très durs l'ultralibéralisme qui amène à ce que la planète soit saccagée. Il est dans un gouvernement avec Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, Monsieur Bruno Le Maire à Bercy, qui est connu comme un libéral, etc., qui franchement n'a rien d'écologiste. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il n'aurait pas dû y rentrer? Bah oui, moi je pense qu'il n'aurait pas dû y aller. C'est une erreur politique, évidemment, parce que hormis Nicolas Hulot, c'était un gouvernement old school, franchement, rien de nouveau. Mais donc il apporte, il donne beaucoup à Monsieur Macron. Je vous annonce qu'à mon avis, la tactique qui va avoir lieu d'ici législative, ça va être loi de moralisation, sujet consensuel. Monsieur Hulot qui va faire des déclarations de com jusqu'au 11 juin, ça peut tenir un peu, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Le code du travail remis en cause, suppression de postes de fonctionnaires. Hulot, pour être clair, est-ce que, à votre avis, il a vendu son âme en rentrant dans ce gouvernement? Il peut claquer la porte prochainement et peut-être qu'effectivement il n'ira pas jusque-là. Mais si M. Macron mène la politique qu'il a annoncée et que M. Hulot reste pendant 5 ans solidaire de cette politique, oui, il aura renoncé à ses convictions et j'espère que ce ne sera pas le cas. Voilà. Je crois que M. Hulot, peut-être manquant, ne voyant pas très bien comment fonctionne un gouvernement, il croit que par son aura, sa notoriété, sa puissance de réseau, il peut faire changer les choses. Moi, je crois qu'il échouera. Mais ça, on va le constater ensemble. C'est Alexis Corbière, le porte-parole de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Alexis Corbière, on parle d'une communication très verrouillée à l'occasion du premier Conseil des ministres, avec des journalistes toujours pas très contents. C'était le cas de Zoé Cadio ce matin sur notre plateau, écartés de la cour de l'Élysée. Ils ont raison. Est-ce que voilà, c'est pas pour compenser les erreurs qui avaient été faites par François Hollande? Non, mais l'homme qui va vous dire, ils ont raison. Et je le dis moi, comme avec Jean-Luc Mélenchon, vous savez, il nous arrive souvent de critiquer la presse, de se confronter. Mais le fait d'avoir une critique vis-à-vis de la presse ne doit pas amener à oublier une chose. Il n'y a pas de société démocratique sans la liberté de la presse. Enfin, là, c'est une affaire de photos, on a écarté. Non, mais ça va plus que ça. J'ai cru comprendre que quand même, dans un premier temps, il s'agissait même que le gouvernement faisait des choix de qui accompagnait pas, etc., etc. Bon. Donc il semblerait, là aussi, on est dans et en même temps, j'ai entendu M. Castaner hier soir à la télé qui a dit qu'à l'avenir, ce sera plus du tout comme ça, que machin, qu'on n'a pas bien compris et tout. On verra. Mais derrière le sourire de M. Macron, il y avait quand même une communication extrêmement verrouillée et un contrôle de l'information. Mais ça depuis la fin de la campagne. Pardon? Depuis la fin de la campagne, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a décidé d'avoir une présidence jupitérienne, donc il va peut-être contrôler un peu mieux les choses. C'est quoi ce truc, président? Il a peut-être eu les erreurs qu'a fait François Hollande. Non, mais décrivez-moi. Par exemple, François Hollande parlait beaucoup aux journalistes. C'est pas son. Donc jupitérien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend un peu de recul par rapport à tout ça et qu'il laisse le Premier ministre peut-être agir mieux et au quotidien. C'est ce qu'a dit Christophe Castaner hier à l'issue du Conseil des ministres. Ok. Bon,
Dont acte. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous évoquez, c'est le fait que la presse n'a pas pu accompagner comme elle le souhaitait et décider, les rédactions n'ont pas pu choisir, on parle bien de la même chose, je ne dis pas de bêtises, n'ont pas pu choisir qui accompagnait le président de la République au Mali. Et à juste raison, je crois que les différentes sociétés de journalistes se sont émues du fait que c'est pas l'Élysée qui choisit qui suit les reportages, sinon c'est assez malsain. Et c'est assez paradoxal de la part d'un personnage qui a été amplement servi par la presse durant la campagne présidentielle, car ce n'est pas faire injure ni être complotiste que quand même de considérer qu'il a été très bien servi, il a eu plus de une de... Enfin, ici, il a été servi comme tout le monde. Parce qu'ici, vous êtes le seul îlot de résistance d'une rédaction indépendante. Et le Sénat aussi. Donc, voilà. Pour laquelle je viens vous voir. Non, mais Emmanuel Macron verrouille donc au niveau de la presse, on l'a dit, verrouille également ses ministres. Il leur dit solidarité, confidentialité, collégialité, cohésion, loyauté. Est-ce que justement Macron a raison de serrer les boulons? Est-ce que c'est une bonne manière d'agir au niveau gouvernemental? Ou bien est-ce que ça prouve qu'il y a une forme de crainte de quelque chose? Vous me demandez de faire un discours sur la méthode Macron. Je suis en désaccord avec son projet. Après, il est vrai sans doute que Macron, et c'est ce que vous évoquiez, cher Sylvain Ligier, c'est que il a peut-être vu le désordre qu'a fait régner Monsieur Hollande, où c'était une cacophonie, où il passait son temps à discuter avec des journalistes, croyant que les journalistes en question avaient sans doute lui dressé un mausolée à sa gloire, et en vérité c'est la réalité du hollandisme cru qui est apparue. Peut-être que maintenant il veut verrouiller de la même façon qu'il cherche à avoir un gouvernement qui doit tout en vérité à cette opération Macron, à le tenir en main. Tout ça c'est une chose, très bien, on verra. La réalité c'est que la politique qu'ils vont mener va être une politique de choc contre ce pays. Il n'y a pas de base politique pour mener majoritaire dans le pays, pour mener la politique de M. Macron. Je ne crois pas que ce pays veut majoritairement des milliers de postes de fonctionnaires en moins, la remise en cause du Code du travail, la continuité de l'Union européenne. Sur le Code du travail, le Premier ministre Édouard Philippe a appelé hier soir les principales organisations syndicales et patronales en leur faisant part de l'importance qu'il accorde au dialogue social. Est-ce que c'est un geste que vous saluez? Oui, mais et en même temps, il y aura ordonnance. Tout ça, c'est des mots. Des mots, très bien. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. Avant que je vous mette une gifle, je peux dire attention, je baisser les bras, on va discuter, et bam, voilà, c'est une façon. Non, mais quand vous entendez ça, vous dites quoi? Piège à pigeons? Oui, sans doute, oui. Mais ou peut-être aussi, comme ils sont pas idiots, qui font de la politique, qui s'aperçoivent, et ils ont quand même des élections législatives. N'oubliez pas, tout aujourd'hui, ce qui est dit par ce gouvernement a une date en tête, 2 en l'occurrence, 11 et 18 juin. Ils veulent remporter les élections législatives. Donc effectivement, là, ils rasent les murs, ils veulent plus faire par ordonnance ou pas tout de suite. Il faut d'abord discuter, etc., etc. Mais revenons au fond, je ne crois pas que ce pays qui s'est mobilisé contre la loi El Khomri, qui précarise, qui ubérise la société, a envie d'une loi El Khomri, plus, et c'est pourtant ce qu'a annoncé ce gouvernement. Alors qu'il le fasse en discutant dans un premier temps avec les organisations syndicales. Par ailleurs, c'est quand même la moindre des choses, tout de même, nous parlons d'organisations syndicales, de les rencontrer, de discuter. Le pire eût été quasiment que sans même les rencontrer, ils mettent en œuvre leur politique. Alors justement, vous parlez des législatives. Un sondage est paru hier soir sur Jean-Luc Mélenchon, qui se présente dans une circonscription à Marseille. Il arrive largement en tête, 35% devant La République En Marche et surtout devant Patrick Mennucci, le député socialiste sortant à 13%. Qu'est-ce que vous dites? Le parachutage a l'air de réussir? Mais il n'y a pas de parachutage, ça appartient pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parachutage? On est tous français, c'est une élection nationale. J'en ai assez de cet argumentaire réac, mais nauséabond en plus, qui consiste à... Jean-Luc Mélenchon change de circonscription à chaque législative. Jean-Luc Mélenchon, s'il fait partie de notre patrimoine national, il est partout chez lui. Partout où il y a des idées, des gens qui luttent pour l'égalité sociale et la justice et l'écologie, ils sont avec Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon peut être leur candidat. On arrête avec ce baratin. Regardez, alors, je termine. Parce que Jean-Luc Mélenchon va y être élu haut la main et que Marseille va arrêter de parler au pays uniquement avec des hommes politiques combinards. Mais justement, il va y être élu haut la main face au Parti Socialiste. Pourquoi ne pas être allé défier le FN, par exemple? Le Parti Socialiste, les gens n'en veulent plus, c'est ce que nous disons. Dans la circonscription voisine, la 3e circonscription, pourquoi ne pas être allé défier Stéphane Ravier? Arrêtez l'argumentaire de Patrick Mennucci. Cet sondage démontre amplement que les gens ne veulent plus de cet homme et ils veulent un autre député. C'est ce que dit clairement. La mise en scène mennuccienne, voulant en quelque sorte pour exister, défier en duel Mélenchon, montre que le type il sera même pas au second tour. Voilà, je suis désolé pour lui. C'est plus le parti à abattre. Mais si, mais attendez, mais vous plaisantez à côté. Il y a Sarah Soili qui est une amie qui est candidate face à Stéphane Ravier. C'est un excellent profil et on est partout dans toutes les circonscriptions contre le Front National. Maintenant, Jean-Luc, je souhaite qu'il rentre au Parlement et pas le seul, qu'on soit plusieurs à le faire et c'est un excellent endroit qui prenne la tête de cette reconquête marseillaise, si je puis dire, reconquête par les idées. Porte-parole de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.
Sur ce plateau, Samuel Ribaud de l'agence locale de presse, qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info. Bonjour, merci d'être avec nous. Et André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse notre matinale dans le monde entier sur les 9 antennes de cette chaîne, de ce réseau international francophone. Bonjour André, merci d'être avec nous. Alors, on démarre avec le commandant en chef des armées, Emmanuel Macron, donc, qui sera en visite au Mali aujourd'hui, qui a remonté les Champs-Élysées sur un command-car. Alors, bon, on a vu que notre invité, il n'était a priori pas contre, mais il trouvait que voilà, c'était pas non plus essentiel de présenter cette image-là. Oui, c'est probablement une urgence pour Emmanuel Macron parce qu'il devait se présidentialiser sur ce thème-là en particulier. Effectivement, c'est probablement pas une urgence sociale, probablement pas une urgence sociétale. Donc on est sur deux temporalités et deux intérêts différents. Maintenant, il l'a reconnu, c'est la pompe républicaine, c'est tout ce qui accompagne... Alors, il a quand même dit que François Hollande avait été un va-t-en-guerre et qu'il espérait qu'Emmanuel Macron ne le devienne pas. Oui, il a même dit qu'il espérait que Emmanuel Macron ne serait pas un va-t-en-guerre social. Donc au-delà de la rhétorique, c'est vrai que l'attitude de François Hollande avait beaucoup surpris, mais c'est vrai qu'elle a aussi permis de donner à la France une image internationale de pays défenseur de ses valeurs, défenseur, comment dirais-je, des idéaux d'humanité, de solidarité, de défense des droits de l'homme. On peut imaginer qu'Emmanuel Macron sera très sensible à cet aspect-là de la présence et de l'action militaire française. Mais en même temps, donc André Crétenant, ça plaît aux Français, ça, cet aspect moi, commandant en chef des armées. Absolument. Je pense que la France, effectivement, est engagée sur un certain nombre de terrains, notamment en Afrique. Donc, c'est extrêmement important. Il va d'ailleurs, le président va rencontrer les troupes. C'est un voyage, effectivement, où il va rencontrer les militaires. Pour moi, c'est un signe très important. C'est un geste important. C'est effectivement, il y a la question du pays, il y a la question de la sécurité intérieure, la question du chômage, mais il y a aussi la question de l'engagement de la France sur le plan international. C'est vrai que j'ai pas très bien compris pourquoi Alexis Corbière s'en prenait à cette visite. Peut-être parce que il est un peu ronchon, d'une manière générale. Les mélenchonistes aujourd'hui sont un petit peu ronchons. Bon, c'est la France insoumise, donc c'est normal qu'ils soient rebelles. Mais on sent bien qu'évidemment, comme ils ne sont plus exactement au centre du jeu aujourd'hui, Mélenchon représentait une autre France. Mélenchon a failli passer, mais il n'a pas pu être qualifié pour le deuxième tour. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a une autre France qui émerge. Cette France, effectivement, de la société civile, cette France plus jeune. On le voit avec la constitution du gouvernement. Et peut-être que Mélenchon et son équipe, peut-être que s'ils gagnent les législatives, c'est-à-dire que s'ils font un bon score aux législatives, représenteront à nouveau une autre France. Mais aujourd'hui, ils sont un petit peu hors du jeu. Et je crois que c'est dû à ça. Je crois que l'analyse aujourd'hui qui est faite par Alexis Corbière, elle est inspirée, elle est influencée par encore et toujours cette défaite du premier tour. Alors.